dans la langue qui est la langue française. Mais tu peux l'enrichir en travaillant. Bien sûr, ce qui est technique, tu l'as. Tu as les mots techniques nécessaires. Par exemple, tu as un dispositif. Tu connais tous les éléments du dispositif. Tu vas faire un dosage. Donc, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une burette. Tu as besoin qui est muni d'un robinet. Tu as besoin d'un bécher, d'un support pour fixer la burette, d'un agitateur, de deux solutions. Voilà, donc c'est ça le matériel didactique dont tu as besoin. Pour communiquer cela à tes élèves, tu as besoin de chercher dans la langue française quels sont les liens, quels sont les outils nécessaires pour faire le lien entre ces éléments et élaborer des phrases simples, courtes et claires et compréhensibles. Je vais mettre la solution X dans la burette. Donc tu vois, tu vas ajouter quelques mots, quelques liens, quelques connecteurs. On va voir ce qu'on appelle les connecteurs logiques par la suite. Donc pour constituer un texte, les exercices à vide qu'utilisent les enseignants, en général on utilise ces exercices à vide dans le collège. Tu mets le texte là et tu enlèves certaines parties du texte et tu demandes à l'élève de trouver ces mots et de les mettre. Peut-être tu lui donnes et il choisit, peut-être tu ne donnes pas et tu attends qu'il les extrait lui-même de son répertoire déjà dont il dispose. Donc, en fin de compte, on va voir qu'on a entre nos mains, en tant qu'enseignant de physique-chimie, les outils techniques nécessaires de la matière. Je suis physicien, je suis chimiste, donc je connais un petit peu, même les mots techniques, je les connais, etc. Donc j'ai besoin des éléments pour les lier, pour constituer des phrases, et je peux à chaque fois chercher des liens plus adéquats pour constituer des phrases plus correctes, plus compréhensibles, etc. Donc c'est un peu ça. J'aurais besoin de verbes d'action, les verbes d'action aussi, je dois les maîtriser pour les utiliser, parce que si je ne maîtrise pas bien un verbe d'action, la consigne que je vais vous proposer, peut-être que ce ne sera pas clair. Donc, c'est très important. Et si la consigne n'est pas claire, l'élève ne va pas réagir de la façon que j'attends de lui vis-à-vis de la consigne que je lui ai proposée. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va passer, toujours, on va travailler sur beaucoup d'exercices de ce genre. Et comme j'ai dit au début, on va travailler, c'est vrai, un petit peu sur les outils nécessaires pour développer notre niveau de langue. Nous tous, on est des enseignants de physique-chimie, on n'est pas des enseignants, des experts de la langue, mais comme j'ai dit, on a le bagage scientifique nécessaire, le bagage technique nécessaire, on a besoin de la grammaire, un petit peu du français général. En général, on a besoin de tout ça. Donc, pour faire ce travail hybride ces 3 jours, je vais vous proposer un troisième exercice où je vais l'appeler une mise en situation. L'idée de cet exercice, c'est ça. On va, parce que on va, comme si on va travailler en même temps sur ce qui est didactique, sur ce qui est pédagogique et en même temps sur ce volet. C'est ça, tableau à double entrée. Il y a phase et champ simple. Dans les phases, vous avez déjà appris ça lors de votre formation initiale, vous savez bien que le travail d'un enseignant, il se résume
à ces phases, à ces trois phases. Il y a une phase de planification, hein, puis une phase, donc la phase de planification ou de préparation, la phase de présentation et la phase d'évaluation. Toujours, un travail d'enseignant passe par ces trois étapes, par ces trois phases. Il va, dans un premier temps, faire sa planification, puis il va présenter ce qu'il a planifié et va faire l'évaluation pour voir si les objectifs qu'il a fixés lors de sa phase de planification ont été atteints ou non, pour faire la remédiation nécessaire, etc. Donc, ce sont les trois phases, toujours, ils sont présents dans le travail d'enseignant. Aucun enseignant ne peut faire le départ uniquement de la phase de présentation. Qu'est-ce qu'il va présenter? Il va improviser. Il va apporter un manuel scolaire comme ça dans sa main, il va dire, voilà, titre, etc. Non, c'est pas ça. Donc, la phase de préparation ou de planification, il est très importante, parce que c'est elle qui détermine ce qui va se passer dans la phase de présentation. Si tu planifies mal, si tu fais une mauvaise planification, à 90%, votre présentation sera ratée. Donc, il faut faire une bonne préparation pour garantir, dans une certaine limite, un niveau de présentation acceptable et voir si vraiment il est acceptable à travers une évaluation que tu vas, elle aussi, planifier au début. Tu ne vas pas faire la planification à la dernière minute. Quand tu fais ta phase de préparation, quand tu planifies, tu fixes tes objectifs et tu fixes aussi les outils d'évaluation nécessaires qui vont te permettre de savoir si tu vas atteindre tes objectifs ou non. Donc, c'est les trois phases principales. Dans le côté vertical du tableau, les champs de savoir. Vous voyez, on va voir ces champs de savoir. Qu'est-ce qu'on a dans les champs de savoir? On a les composantes du curriculum officiel. On ne peut pas travailler si on n'a pas les éléments du curriculum. Impossible. On ne peut pas travailler n'importe quoi. Donc, premier niveau, c'est les composantes du curriculum officiel. Quand j'ai dit les composantes du curriculum officiel, je parle des instructions officielles, des éléments du programme, etc. Puis, c'est un premier niveau. On aura besoin de ces composants du curriculum officiel. On aura besoin de ces éléments dans les trois phases. On ne peut pas préparer sans ces éléments. Quand on présente, on ne doit pas sortir du cadre de ces éléments. Et quand on évalue, on doit évaluer dans le cadre de ces éléments des instructions. Sinon, on serait, comme on dit, hors programme. Puis, il y a le deuxième niveau, le savoir académique. Tu ne peux pas être enseignant de physique sans savoir ce que c'est la physique. Tu ne peux pas être enseignant de chimie sans savoir ce que c'est la chimie. Donc, le savoir académique est obligatoire. Puis, dans le troisième niveau, il y a le savoir didactique. Si tu n'arrives pas, tu as un savoir académique là, de référence. Si tu n'arrives pas à le transposer, à l'adapter au niveau des élèves, tu as un concept, je ne sais pas, un concept dans ta tête, par exemple, si je parle du concept, par exemple, d'oxydation, tu as le concept d'oxydation, la définition du concept dans ta tête, mais tu as beaucoup de définitions, puisque tu es un enseignant supposé maîtriser le savoir académique. Mais tu as des niveaux scolaires avec qui tu vas travailler. Si tu travailles au niveau du collégial, ce ne serait pas la même chose si tu travailles au niveau du cycle qualifiant ou même au niveau supérieur, parce que le concept d'oxydation, il va
à chaque fois formulés avec des éléments que peut-être, dans certains niveaux, ils ne seront pas maîtrisés, alors que dans un autre niveau, ils seront bien maîtrisés. C'est pour cela, quand on enseigne le concept d'oxydation au collège, vu le niveau des élèves, ils viennent de découvrir les atomes, les molécules, etc., les éléments chimiques, on parle d'un transfert d'oxygène. L'oxydation, c'est ça. Perte d'oxygène, réduction, acceptation d'oxygène, c'est une oxydation. Donc, c'est simple, parce que l'élève, il repère l'élément qui est l'oxygène, il voit s'il s'accroche à un autre élément quelque part, ils vont constituer une molécule qui contient de l'oxygène, donc c'est une oxydation. Alors que si on va au-delà du collège, on va parler d'électrons. Donc on va parler pour une oxydation d'une perte d'électrons, pour une réduction d'un gain d'électrons. Mais on peut aller au-delà, donc un troisième niveau où on parle de ce qu'on appelle le degré d'oxydation. C'est un élément qui est théorique, abstrait, qui n'a pas d'existence réelle, et pourtant on le définit et on pose des règles et on voit s'ils sont respectés. S'il y a augmentation du degré d'oxydation, on parle d'oxydation. S'il y a diminution du degré d'oxydation, on parle de réduction. Vous voyez qu'on a à chaque fois un niveau de formulation. Vous voyez dans ce troisième niveau, il n'y a pas de transfert d'oxygène, il n'y a ni gain ni perte d'électrons, parce qu'on peut trouver une réaction d'oxydation où il n'y a pas échange d'électrons. Donc, à chaque fois, à chaque niveau, on a une formulation bien précise. C'est un travail didactique. C'est une transposition. On fait de la transposition. On passe du concept abstrait, académique, comme il a été conçu par la communauté scientifique, mais on l'adapte au niveau des élèves. Donc, on parlait ici d'un savoir didactique. Quand tu viens, tu entres en classe et tu dis à tes élèves, voilà, tu poses une question, comme ça, et tu attends leur réponse. Tu leur poses un problème ou une situation déclencheuse, etc., et tu attends leur réponse. Qu'est-ce que tu attends? Normalement, tu attends à ce qu'ils divulguent, à ce qu'ils extériorisent leur connaissance à propos du thème que tu as proposé, à propos de la question que tu as proposée. Peut-être que tu sais déjà, toi, que tes élèves ne vont pas te répondre correctement à la question, mais tu as un autre objectif dans ta tête, c'est que tu vas voir ce qu'ils savent et quels sont, voilà, autrement dit, de façon didactique, quelles sont leurs représentations vis-à-vis de ce concept que j'ai posé, chaleur, température, pression, etc. Et donc on veut découvrir quelles sont leurs représentations vis-à-vis du thème d'étude. C'est un travail didactique. Tu viens comme ça et tu fais un schéma de quelque chose, mais tu omets beaucoup d'éléments dans le schéma. Tu ne t'intéresses pas à tout, tu ne fais pas tout le détail. Tu représentes un corps avec un carré. Tu représentes l'atome avec une boule, un cercle dans le tableau, etc. Tu présentes des modèles dans ce cas. Ce sont des modèles, c'est pas la réalité. Donc c'est un travail didactique. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que dont l'enseignant a besoin pour enseigner, pour planifier, pour présenter et pour évaluer. Vous voyez, il y a toujours ces éléments qui sont. Il y a aussi un savoir linguistique. Vous voyez, dans le quatrième élément, on aura besoin d'un savoir linguistique pour communiquer, pour présenter ce qu'on a dans la tête,
pour donner des consignes, etc. Donc, on a besoin d'un savoir linguistique. On a aussi besoin de méthodes et techniques de travail. Tu ne vas pas faire les choses de la même façon tout le temps. Donc, à chaque fois, ça dépend de l'objectif que tu cherches à atteindre. Tu vas chercher de quelle manière, avec quelle technique dois-je adopter pour atteindre mon objectif avec aisance, etc. Donc ici aussi, on aura besoin, vous avez besoin d'un discours scientifique. Tu ne vas pas dire des erreurs comme enseignant. Tu ne veux pas donner des définitions erronées à tes élèves. Hein? Tu ne vas pas faire des formulations incorrectes. Tu ne vas pas dessiner des dispositifs où il n'y a pas de rigueur scientifique. Il n'y a pas de précision. Plusieurs fois, tu remarques, par exemple, dans un schéma que l'enseignant présente, il fait le schéma, il fait un bécher, l'autre bécher dans lequel il y a, par exemple, un deuxième liquide, il veut préparer un mélange, il ne met pas de support, donc les choses sont comme ça, suspendues dans l'air, etc. C'est une rigueur. Tu as par exemple un atome qui a un nombre d'électrons, par exemple 11, 12, 13, etc. Et tu as dans ta tête la règle de Dewey et de l'octet, mais tu ne la respectes pas. Tu n'as pas respecté la rigueur scientifique nécessaire. Donc le discours scientifique, il doit être correct, il doit être rigoureux. Puis il y a enfin ce savoir pédagogique qui te lie avec les élèves, comment tu disposes ta classe, comment tu vas interagir avec tes élèves, etc., etc. Donc, tout un savoir pédagogique. Alors, dans ces phases, ces trois phases, à chaque fois, tu auras besoin d'un type de savoir. Alors, quand vous voyez le tableau, c'est une matrice. Cette matrice, j'ai déjà travaillé avec et j'ai remarqué qu'il a posé beaucoup de difficultés, même pour des enseignants anciens. Il a posé beaucoup de difficultés, alors qu'il résume un petit peu le travail de l'enseignant et les choses savoir dont il a besoin. Ce qu'on va faire dans notre exercice. Vous n'êtes pas censé remplir toutes les cellules qui sont devant vous dans chacun des champs et phases. Par exemple, si vous voyez dans la phase de préparation, j'ai mis 4 colonnes. Donc, il y a 4 cellules. Peut-être qu'il y aura plus, mais j'ai mis ces 4 cellules. Et dans chaque cellule, on va remplir chacune de ces cellules par une composante ou un élément dont on a besoin dans notre travail, du savoir académique, du savoir didactique, des méthodes, du discours scientifique, etc. Cette matrice, elle va enfin, fin de compte, elle va être remplie, pas totalement, c'est un peu difficile, mais il y a des cellules qui seront remplies, et la lecture de ces cellules qui va nous donner une idée des champs disciplinaires et des champs de savoir dont il a besoin pour faire son travail correctement. C'est une matrice qui a été, bien sûr, élaborée depuis, je crois, 2-3 ans, et c'est un travail, pour le dire, c'est un travail collectif. J'ai travaillé avec 2 collègues sur cette matrice, et on l'a élaborée de cette manière, comme vous voyez, dans le but de permettre à l'enseignant, une fois cette matrice devant lui et qu'il va la travailler, il va avoir une idée sur de quoi il a besoin pour faire son travail d'enseignant et quels sont ses besoins pour le faire correctement. C'est un petit peu ça l'idée de cette matrice. Donc l'exercice
qui est proposé suite à cette matrice, c'est renseigner chacune des cases du tableau en se basant sur votre savoir et savoir-faire professionnel et sur votre expérience dans l'enseignement de la matière. Bien sûr, il est demandé que ce travail, une fois fait, une fois établi, et que le groupe s'est mis d'accord sur les éléments qu'il va présenter, doit être présenté par un rapporteur du groupe et va être discuté. Bien sûr, l'objectif, c'est enfin aboutir à une matrice renseignée que normalement l'enseignant doit l'avoir sous sa main à chaque fois pour voir quels sont ses besoins pour une bonne maîtrise du métier. C'est un peu ça l'idée de la matrice. Alors, renseigner, voilà, vous allez la voir comme ça. Normalement, il va être à la fin du travail demandé, il va être comme ça, rempli avec pas mal d'éléments. Bien sûr, je vais vous donner un petit peu de temps pour la renseigner. Peut-être vous pouvez discuter entre vous pour renseigner les champs. Et après, on va passer à une petite correction collective où on va renseigner quelques cellules.